Vous écoutez le balado du Comité du droit de l'environnement de l'UQAM. Cette semaine, on jase droits humains et CQDE avec Geneviève Paul. Vos animatrices de la semaine sont Éléonore Brieux et Maude Tremblay. Bonjour Geneviève, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Geneviève, tu as un parcours assez chargé et multiple. Tu as commencé avec un bac à l'UQAM en relations internationales et droit international avant d'aller faire aussi une maîtrise en droit international des droits humains en Angleterre. Tu as pu travailler dans plusieurs ONG, dont Amnesty International Canada francophone et Above Ground, ONG qui est basée à Ottawa. Tu as voyagé aussi beaucoup dans ton parcours et tu as eu plusieurs occasions de faire des stages dont un au Danemark pour leur équivalent de la Commission des droits de la personne. Peux-tu nous parler un petit peu plus de ce stage, en quoi ça consistait et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience au Danemark? Oui, alors déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. J'ai eu la chance de faire plusieurs stages au début là, de mon parcours professionnel. Puis un de ces stages-là, c'était un stage justement au Danemark à l'Institut des droits de la personne du Danemark. Et j'étais dans le département qu'on appelle Entreprises et droits humains. Et ce que je faisais, en fait, dans ce département-là, c'est que on analysait, dans le fond, les politiques internes de grandes multinationales pour voir si elles étaient conformes avec les standards de droits humains. Ça a été une expérience très intéressante, enrichissante, parce que ça m'a permis de voir un petit peu de l'intérieur, les enjeux opérationnels aussi hyper complexes de grandes entreprises, que ce soit dans le secteur alimentaire, dans le secteur pétrolier, donc dans différents secteurs, pour un peu mieux comprendre leur point de vue, sans pour autant faire de compromis sur ce que je pense que les entreprises devraient faire quand elles ont des activités, que ce soit au sein du pays où elles ont leur siège ou à l'étranger. Donc, c'est vraiment là que j'ai pu, disons que j'ai eu la fibre pour développer une passion pour la responsabilité des entreprises, et notamment la responsabilité des entreprises multinationales. Ça a teinté mon parcours pour la suite. Et justement, à ce sujet-là, qu'est-ce que ça t'a appris sur cette responsabilité-là qui revenait aux multinationales et aux entreprises plus largement? Ben, en fait, à ce stage-là, mais aussi avec les communautés avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler et puis de soutenir après, dans le fond, ça a vraiment montré que pour moi, on a pas un droit qui est apte ou quand même de vraiment répondre aux enjeux de la mondialisation économique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Tu sais, les échanges sont ultra mondialisés. Les entreprises, par définition, sont pratiquement toutes multinationales dans le sens où il y a une dimension transfrontalière, évidemment, à leurs opérations. Puis, ce que j'ai surtout appris, c'est que les enjeux sont énormes. Il y a beaucoup d'impacts qui perdurent dans le temps, qu'on appelle irréparables. Quand on parle de gros projets, il y a des problématiques où on parle carrément là, vraiment d'accaparement de terre, de dégradation de l'environnement sérieuse là, à travers des méga projets miniers à ciel ouvert, par exemple, dégradation de l'environnement dans le secteur du textile et en même temps dégradation des conditions des travailleuses, parce que c'est beaucoup des travailleuses, notamment dans des pays comme le Bangladesh, hein, qui approvisionnent les grandes entreprises du vêtement du monde. Et ce que j'ai réalisé, c'est que dans le fond, on connaît de plus en plus les enjeux, on sait sont où les violations des droits humains dans ces secteurs-là, mais il y a peu de choses qui changent sur le terrain sans vraiment la mobilisation très, très forte des personnes affectées, aux côtés d'organismes à but non lucratif, aux côtés de syndicats, etc., souvent, parfois au risque de leur propre vie. Donc, j'ai appris que ça prenait beaucoup de courage pour travailler sur ces enjeux-là et beaucoup de détermination parce qu'on fait face à des acteurs parfois plus puissants que les États eux-mêmes et qui donc résistent à une volonté d'être régulés. Et c'est pourtant ce qu'on a besoin, en fait, d'un droit plus fort, que ce soit au niveau national ou international. On a besoin d'un droit plus fort pour qu'on puisse enfin avoir des activités qui respectent l'environnement, qui respectent les communautés, plutôt que là de miser sur quelque part finalement le profit, mais sans les responsabilités qui viennent avec. Est-ce que tu as été témoin d'exemples concrets dans
tes multiples expériences du croisement entre les droits de la personne et le droit de l'environnement, mais le droit de l'entreprise aussi. Ben oui, en fait, pour moi, c'est vraiment, c'est super lié, là, tu sais, dès qu'on parle de dégradation de l'environnement, pour moi, on parle de violation des droits humains, parce que ça vient affecter nos droits directement, que ce soit le droit à l'eau, le droit à la santé, évidemment. Donc, j'ai plusieurs exemples, mais de ceux, par exemple, qui m'ont particulièrement touchée aussi de par la mobilisation des communautés, c'est un exemple au Brésil, par exemple, où tu avais des entreprises sidérurgiques qui fournissent le minerai à une entreprise multinationale brésilienne très connue là-bas. Et les sidérurgies, c'est comme si la communauté avait une usine dans sa cour arrière, là, tellement la pollution est forte. Il y a de la poussière partout, même dans les maisons. Ça fait 20 ans que la communauté demande à être relocalisée, tellement la pollution est forte. Et ils ont tout utilisé, y compris le droit de l'environnement au Brésil, pour essayer de faire respecter leurs droits. Et ils ont eu certaines victoires parce qu'ils sont super mobilisés, mais qui ont actionné aussi tous les mécanismes des Nations unies jusqu'aux mécanismes locaux pour essayer d'avoir justice. Un autre exemple auquel je pense souvent, c'est un exemple en Colombie où les communautés étaient mobilisées face à de l'exploration pétrolière qui avait mené à de la contamination des sources d'eau. Et là encore aussi, une fois, ils ont utilisé le droit à leur disposition, donc le droit d'être consulté, le droit de l'environnement, donc les agences environnementales qui devaient faire la surveillance, mais aussi les mécanismes internationaux face à l'inaction des acteurs locaux, finalement, des gouvernements sur place. Ça, c'est juste 2 exemples, mais il y en a beaucoup plus comme ça à travers le monde. Est-ce que les recours collectifs, c'est la principale arme que les citoyens ont contre ces entreprises? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de contester aussi? Oui, en fait, c'est pas la principale arme, mais souvent, c'est difficile de mener un recours collectif. Donc, moi, dans les dossiers où j'ai pu enquêter et soutenir les communautés à mener certains recours, en fait, ce qui était exploré, c'était souvent d'autres types de recours que celui du recours collectif. Ça reste vraiment difficile quand même au Canada. Il y a souvent un lien de causalité à démontrer entre la pollution puis l'action de l'entreprise et c'est difficile de démontrer ce lien-là, surtout quand on n'a pas l'accès à l'information nécessaire. Donc, souvent, il y a d'autres types de recours là, qui peuvent être utilisés, y compris des injonctions. Il y a d'autres mots pour ça dans les droits colombiens, par exemple. C'est amparo. Il y a différents mécanismes pour essayer de prévenir aussi l'atteinte à la violation des droits. Puis c'est certain que c'est pour ça qu'il faut que nous, on collaborait avec des avocats sur place, évidemment, qui eux-mêmes étaient en soutien des communautés pour explorer tous les différents types de recours. Et parfois, il fallait aller jusque, par exemple, devant la Commission interaméricaine des droits humains et parfois même devant la Cour interaméricaine ou devant des cours économiques africaines aussi. Donc, de plus en plus, les communautés tentent d'être créatives, doivent être créatives dans les mécanismes juridiques, judiciaires ou quasi-judiciaires qu'elles saisissent pour essayer d'avoir justice. Est-ce que, selon vous, il y a des cadres juridiques qui seraient peut-être plus ou moins propices à ces violations-là ou au contraire, qui seraient plus propices à protéger l'environnement? C'est une bonne question. C'est une question difficile. C'est certain qu'il y a des cadres juridiques plus favorables que d'autres. Il y a des pays qui protègent la nature dans leur constitution, comme par exemple en Équateur, mais ça n'empêche pas justement d'avoir des situations où les violations sont arrivées. Il y a des assassinats aussi de défenseurs, notamment des défenseurs autochtones qui se mobilisent. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une bonne constitution qu'elle va être mise en œuvre, ça on le sait. Il y a, par contre, c'est sûr, des cadres législatifs et de la jurisprudence qui peuvent aider. Je pense entre autres à la Colombie, toute leur jurisprudence sur le droit des peuples autochtones d'être consultés a fait en sorte que certains mécanismes de consultation publique qui sont mis en place. Puis ça aide à avoir une garantie qui va avoir un petit peu plus d'indépendance dans le processus. Des éléments comme ça, même en Cambodge, c'était intéressant parce que le pays venait de se doter d'une loi pour reconnaître la propriété collective des peuples autochtones, mais comme d'habitude, le diable est dans les détails. Et là, on se retrouvait face à des entreprises qui avaient le droit de faire du caoutchouc industriel sur des terres qui devraient normalement, c'est des terres des Bunong, donc un peuple autochtone dans le nord-est du Cambodge. Mais les obstacles administratifs pour obtenir le titre de propriété collective étaient tellement importants qu'il y avait
pratiquement pas de communauté autochtone qui a réussi à l'avoir. Donc, encore une fois, au Québec, c'est la même chose. On peut des fois avoir une loi, puis finalement, dans les règlements, on n'arrive pas à profiter des gains qu'on pensait avoir fait avec la loi. Parce que finalement, les règlements ne sont pas satisfaisants. Donc, en droit, il ne faut jamais lâcher jusqu'au bout, jusqu'au règlement, puis il faut s'assurer que le règlement respecte l'esprit de la loi. Justement, le Canada, par rapport à ces enjeux-là, se situerait où, selon toi? Ben, je dirais qu'on a du chemin à faire, beaucoup. Déjà, le droit à un environnement sain n'est pas explicitement reconnu au Canada. Il est dans la Charte des droits et libertés du Québec, mais avec certaines limites qui le rendent, je trouve, trop difficilement justiciable. Donc, on a du chemin à faire à plusieurs égards. Le Canada n'a pas encore de loi climat. Donc, à l'instar, par exemple, de la Nouvelle-Zélande ou du Royaume-Uni, il y a d'autres pays qui se sont dotés de lois climat pour vraiment se fixer des cibles, s'obliger finalement à atteindre des cibles en matière d'action climatique et aussi à faire une analyse climatique là, de l'appareil gouvernemental, puis à ce que finalement le bateau est dans le sens de ce qu'on doit faire face à la crise climatique. Il y a un projet de loi sur la table en ce moment, C12, il est pas mal bloqué au Parlement et c'est dommage. Il faut qu'il y ait des discussions sur ce projet de loi-là, qu'il soit bonifié et surtout qu'il soit adopté. Donc ça, c'est d'une part. Puis bon, j'ai même pas parlé évidemment de tout ce qu'on doit faire au niveau du respect des droits des peuples autochtones, mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Donc disons qu'on n'a pas de leçons à donner, je pense, en matière de droits humains et d'environnement. Est-ce qu'il y a un pays qui aurait des leçons à donner? Je suis toujours frileuse de donner des pays là, en exemple parce que je pense que chaque pays a du travail à faire. C'est sûr que le Costa Rica est souvent cité pour son cadre législatif, notamment en matière de protection de la biodiversité. La France est parfois pionnière parce que la société civile est tellement mobilisée, ça c'est mon analyse, mais qu'elle a adopté certaines lois pour justement contraindre les entreprises multinationales à respecter plus les droits humains et l'environnement, même dans leurs opérations à l'étranger. Ça, c'est une première dans le monde. La loi climat en Nouvelle-Zélande, par exemple, dont je vous parlais. Donc, il y a certains pays qu'on peut citer en exemple pour certaines lois. Est-ce qu'il y a un pays parfait? Certainement pas. Au Canada, on n'a pas de leçons à donner, c'est bien, mais en sachant toutes les limites qu'on a des fois à se mobiliser, surtout en période de COVID, qu'est-ce qu'on peut faire, juristes, non-juristes ou étudiants retraités? Est-ce que l'action devrait être individuelle? Est-ce que les manifestations sur le climat, c'est suffisant? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement? C'est une super bonne question. Je pense que il y a plusieurs choses qu'on peut faire, puis je comprends que c'est plus difficile en contexte de pandémie et encore plus pour des personnes qui sont en situation moins privilégiée que la mienne, par exemple. Je me considère très, très privilégiée et certainement pas en première ligne, là, donc au niveau des conséquences là, de la pandémie. Fait que dans ce sens-là, on a bien hâte, évidemment, que ça soit derrière nous. Si c'est possible pour des jeunes juristes ou autres de s'impliquer, je pense qu'il y a vraiment moyen de le faire. Nous, à chaque jour, là, au Centre québécois du droit de l'environnement, au CQDE, et particulièrement, en fait, là, depuis les 4-5 derniers mois, on voit que les demandes augmentent. C'est assez impressionnant. Des demandes de citoyens qui se mobilisent pour protéger leur environnement au sein de leur municipalité, par exemple. Je pense que là, il y a des choses intéressantes à faire, même pour des juristes aussi, parce qu'on a souvent des demandes, par exemple, d'analyse de règlement. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? On veut proposer tel règlement à notre municipalité. Là, c'est sûr que c'est du droit municipal, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a beaucoup, beaucoup à faire à ce niveau-là. Le palier municipal, c'est le palier démocratique le plus près des citoyens. C'est celui qu'on peut saisir le plus facilement, puis il faut se l'approprier. Et les citoyens et les citoyennes sont les mieux placés pour protéger l'environnement, pour savoir ce qui se passe sur le territoire. Puis nous, on le voit chaque jour, ça marche, la mobilisation. Et il y a quand même beaucoup de questions juridiques qui sont soulevées là, justement sur des questions d'aménagement du territoire, des questions de zonage, protection des milieux humides, de milieux humides et hydriques, donc espèces menacées. Donc,
c'est vraiment une opportunité pour s'engager. Si on veut s'engager à d'autres niveaux, que ce soit provincial ou fédéral, il y a plusieurs actions aussi. Je parlais de C12, là, il y a des mobilisations pour justement faire pression sur les députés. Je pense que les actions de plaidoyer qu'on utilise souvent, là, bon, on peut dire de lobby quand même, mais de lobby du côté citoyen, sont encore là. Puis il ne faut pas oublier que les parlementaires les reçoivent encore. Hein. Les députés sont quand même sensibles à ça, donc à ce que la population pense. Donc, je pense qu'il faut vraiment saisir toutes les opportunités pour s'impliquer à ce niveau-là. Puis, il y a aussi des belles initiatives sur la transition qui demandent aussi de réfléchir un peu plus là, à justement quel genre de loi et de règlement on a besoin pour accélérer la transition. Puis à ce niveau-là, ça aussi, c'est chouette de voir des initiatives là, se multiplier pour faire des propositions, y compris juridiques. Donc, moi, je vous dis de ne pas hésiter si vous avez envie de vous engager. Et vous pouvez faire un stage au CQDE si ça vous intéresse. On a une clinique juridique à chaque année qui accueille, là, je pense qu'on a 11 stagiaires en ce moment. On accueille des étudiants et étudiantes de l'UQAM, de Sherbrooke, de McGill, de l'Université Laval, de l'Université de Montréal et parfois de l'Université d'Ottawa, à faire des stages crédités, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le droit de l'environnement. Aussi, c'est une possibilité. Le 8 mars dernier, c'était la Journée internationale du droit des femmes et pour l'occasion, tu as écrit un texte sur le site du CQDE pour célébrer des femmes qui t'ont marqué pour leur implication dans le droit de l'environnement. Est-ce qu'il y a eu un moment clé dans ta carrière où l'indissociabilité des droits des femmes et du droit de l'environnement t'a sauté aux yeux? Oui, c'est une bonne question. Il y a eu plusieurs moments. Je dirais qu'un des moments qui m'a le plus frappé, c'est... Est-ce que c'était en 2009? Je pense que c'était en 2009. On faisait une mission d'enquête internationale en Équateur sur ce qui allait devenir le premier projet minier à grande échelle dans l'Amazonie équatorienne, mené par une entreprise canadienne qui a ensuite été rachetée par un consortium chinois, mais quand même enregistrée à Vancouver. Donc, c'est quand même une entreprise canadienne. Et ça m'a vraiment frappée parce que, quoique discrète, il fallait multiplier finalement ou être plus sensible et créative aux méthodes qu'on utilisait pour documenter la situation. Puis c'était à l'invitation, c'était toujours comme ça qu'on travaillait à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, c'est toujours à l'invitation de membres locaux ou de groupes locaux. Donc, c'était à leur invitation qu'on y allait, mais il fallait donc documenter la situation puis faire preuve d'ingéniosité pour que les femmes parlent et qu'elles se sentent à l'aise de le faire. Et là, je me rendais compte qu'en fait, ça avait été elles qui étaient en première ligne de la bataille, du combat depuis le début. Et non seulement elles avaient été en première ligne, mais elles avaient même été en première ligne physiquement quand il y avait eu des affrontements entre, je pense à l'époque, si je ne me trompe pas, c'était carrément l'armée là, qui était intervenue sur le territoire. Et c'est les femmes qui prenaient les risques finalement, en fait, d'être en première ligne. Sans parler évidemment du fait que là, le projet n'était pas encore arrivé, mais ça, je l'ai vu dans d'autres pays aussi, que ce soit en Colombie, quand je parle de l'industrie pétrolière. Souvent, les impacts sur les femmes étaient vraiment largement soit mal documentés ou non documentés. Et c'était effectivement elles qui assumaient le plus gros coût des conséquences liées à la dégradation de l'environnement, notamment parce qu'elles étaient en charge de nourrir leur famille, par exemple, parce qu'elles avaient des nouvelles sources, disons, d'exploitation, de violation potentielle de leurs droits, par exemple, à travers la prostitution, qui est un phénomène grandissant parfois quand on voit l'arrivée d'entreprises avec des travailleurs migrants, notamment, entre autres, dans le secteur pétrolier. Bon, c'est ce qu'on a constaté, mais ça arrive dans d'autres secteurs aussi. Et donc, pour une foule de raisons, je pense que c'est important d'avoir une approche éco-féministe de l'environnement. Ce sont souvent elles qui, justement, prennent les risques, mais aussi mettent de l'avant une vision de la protection du territoire qui est justement, qui reconnaît le lien avec la terre, l'importance de préserver les sources de vie, les sources d'eau, par exemple, les sources d'alimentation. Et donc, on a tout à apprendre, en fait, d'être attentive et attentif à ce que les femmes ont à dire partout sur la planète. Ça fait 3 ans que tu es directrice générale du CQDE, donc le Centre québécois de droit de l'environnement. C'est un centre qui a pour mission, je pense, de sensibiliser la population aux enjeux du droit de l'environnement et de mieux les outiller.
Peux-tu nous développer un petit peu plus sur ce que fait le centre et qu'est-ce qui t'a amené à travailler là? Oui, avec plaisir. En fait, ben, c'est ça, le centre, c'est un organisme à but non lucratif. On a fêté nos 30 ans en novembre dernier. La mission du CQDE, c'est vraiment de mettre une expertise juridique au service de la population, comme tu l'as bien dit. Donc, entre autres, par une mission d'information et de sensibilisation sur c'est quoi le droit de l'environnement, mais aussi quels sont nos droits. Comment est-ce qu'on peut les utiliser en matière d'environnement, en matière d'accès à l'information, en matière de participation dans les évaluations des méga projets qui peuvent se passer sur le territoire, d'une part. Puis l'autre partie de notre mission, c'est de faire évoluer le droit de l'environnement. Donc, d'être son gardien, de s'assurer qu'il soit respecté, mais aussi de s'assurer qu'il évolue. Puis je vous le disais, par exemple, on n'a pas de loi climat au Canada, ça en prend une, ça en prend une au Québec aussi. Il faut que le droit évolue face aux crises de la biodiversité et aux crises climatiques auxquelles on fait face. Donc, pour faire ça, on s'implique dans des réformes législatives, beaucoup. Donc, on passe en commission parlementaire, on dépose des mémoires, on essaie d'influencer le développement du droit. Et quand on a besoin, on va devant les tribunaux, aussi pour donc défendre le droit de l'environnement. Ce qui m'a amené au CQDE, c'est, je vous le disais, ça fait longtemps que j'ai la passion de travailler sur ce qui, moi, je considère une injustice qu'on voit au quotidien, c'est la façon dont on mène nos activités économiques et leurs impacts sur l'environnement, sur les droits humains. C'est pour ça que j'étais directrice du Bureau mondialisation et droits humains à la Fédération internationale des ligues de droits humains. Puis quand je suis revenue au Canada, j'étais déjà membre du CQDE. Ça m'interpellait parce que pour moi, c'est la même mission, mais à l'échelle du Québec et du Canada aussi dans une certaine mesure. Donc, je retrouve les mêmes dynamiques, en fait, sur lesquelles je travaillais avant, c'est-à-dire souvent, c'est-à-dire des ministères de l'Environnement trop absents, trop peu présents dans la réalisation de leur mission, dans l'exigence de respecter les lois qu'on a, des acteurs économiques souvent très présents, même dans le développement des lois. Donc, des acteurs économiques avec un lobby important qui tentent de pousser sur des projets comme le méga projet de pipeline d'extraction de gaz méthane GNL que vous connaissez, Énergie Saguenay Gazoduc, par exemple, où là, finalement, ben, c'est ça, on se retrouve avec des possibles enjeux environnementaux et de droits humains très importants. Comment est-ce qu'on peut intervenir là pour s'assurer du respect de nos droits? Et donc, c'est pour ça que ça m'attire, parce que c'est une belle combinaison de deux choses qui me passionnent et que j'ai étudiées, le droit et la politique. Pour moi, un ne va pas nécessairement sans l'autre. Vous allez peut-être vous faire dire dans le cadre de votre baccalauréat que le droit est neutre. Je n'y crois pas. Je pense que le droit évolue en fonction des valeurs sociétales aussi, puis c'est justement à nous de le faire évoluer pour qu'il respecte les valeurs de la société. C'est comme ça que les droits des femmes ont avancé, par exemple, et c'est comme ça qu'on doit continuer à faire avancer le droit. Et donc, c'est ça qui m'a amenée à travailler dans cet organisme-là. Et franchement, l'équipe, elle est fantastique. Ils sont hyper compétents. Et la même chose pour les bénévoles avocats qui donnent de leur temps pro bono autour du CQDE. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le milieu associatif, puis c'est vraiment impressionnant de travailler avec des gens aussi dévoués. Après avoir fêté vos 30 ans, vous avez mis en place qui sont des outils qui sont destinés au grand public, dont Obiter, qui est une banque d'informations sur le droit de l'environnement. Quelle est l'origine de ces outils-là et en quoi est-ce qu'ils consistent? C'est une bonne question. Obiter, donc vous aurez compris peut-être le petit jeu de mots de geek juridique. Obiter, mais on a fait un petit jeu de mots avec le mot terre, évidemment, mais ça vient de, je vous disais qu'on a une ligne verte au CQDE, c'est une espèce de ligne d'aide citoyenne où on répond à plus de 200 demandes par année de groupes citoyens qui sont mobilisés pour protéger l'environnement. Puis on s'est rendu compte que certaines demandes revenaient, qu'il y avait des similarités entre les municipalités et entre les enjeux. Et donc, on a monté un projet pour rendre encore plus accessible l'information sur le droit de l'environnement. Donc, même pour quelqu'un qui n'a pas fait de droit de l'environnement, l'objectif, c'est de vulgariser l'information tout en
préservant le contenu à caractère juridique, évidemment, pour que les citoyens puissent aller chercher des outils. Donc, c'est divisé en différentes thématiques, que ce soit l'exploitation des hydrocarbures ou carrément juste les bases du droit de l'environnement, la loi sur la qualité de l'environnement, c'est quoi, comment ça marche, comment est-ce que je peux faire une demande d'accès à l'information, c'est quoi un milieu humide et hydrique, puis c'est protégé comment en droit québécois. Même chose pour les espèces menacées ou en péril. Donc, ça, c'est le genre d'exemple d'informations que vous retrouvez là, sur Obitaire. Puis, ça se veut une base, un projet évolutif, c'est-à-dire qu'on veut le nourrir avec vos questions, avec les questions des gens. Donc, on continue à recevoir des questions à chaque semaine, puis éventuellement, on va bonifier la banque d'informations juridiques, donc Obitaire, pour pouvoir répondre aux questions quand ça s'y prête, quand ce n'est pas du cas par cas là, très précis, on va les mettre dans cette banque de données-là. La semaine passée, la Cour suprême a sorti son jugement sur la taxe carbone et l'a jugé constitutionnel. Est-ce que le CQDA a réagi par rapport à ça? C'est visiblement une belle victoire, puis peut-être une belle avenue pour ce qui s'en vient en droit de l'environnement. Est-ce que, de ton expérience jusqu'à maintenant, tu sens que depuis fin 2019-2020, il y a comme un vent de changement au niveau des tribunaux dans le droit de l'environnement? Puis est-ce que c'est un petit peu annonciateur, cette décision de la Cour suprême? Oui, alors effectivement, c'est une décision importante qui est sortie la semaine passée. C'est sûr qu'on suivait ce dossier-là de près parce qu'on était intervenant dans le dossier. On a été intervenant en cour d'appel en Ontario et intervenant devant la Cour suprême. Il y avait plusieurs intervenants dans ce dossier-là, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Ça montre l'intérêt de la société, de différents acteurs d'intervenir comme un amicus, un peu un amicus curiae là, dans le dossier. Et on est ravis parce qu'on était très peu, à préconiser une certaine approche qui est l'approche qui a été retenue par la Cour suprême dans ce dossier-là. Et c'est une approche nuancée dans ce sens où, d'une part, on soutenait l'importance de valider la constitutionnalité du système de tarification carbone comme une mesure éco-fiscale minimum, un plancher minimum, mais nécessaire. Mais d'autre part, elle est là la nuance de notre position, on insistait sur l'importance de préserver la capacité de chacun des paliers, municipal, provincial, fédéral, dans ce cas-ci provincial et fédéral, à agir sur l'environnement. Et donc, on argumentait que c'était dans l'intérêt national de tous les Canadiens et Canadiennes de maintenir ce système de tarification carbone-là, mais parce qu'on parlait d'un sujet bien précis qui laissait la marge de manœuvre nécessaire aux provinces d'agir. Donc, est-ce que c'est annonciateur de changement? Ben, c'est, j'espère, annonciateur, j'espère vraiment d'un changement, entre autres politique, là, parce que c'est très polarisé ces discussions-là, puis on n'a pas le temps, vraiment pas le temps, de s'obstiner sur l'importance des changements climatiques. Au même moment, la semaine passée, les conservateurs ont refusé d'adopter une motion qui reconnaît les changements climatiques, leur importance. Ça, c'est très inquiétant pour moi et ça montre tout le travail de sensibilisation qu'on doit encore faire au Canada. Je préfère de loin qu'on s'obstine sur les solutions parce que là, vraiment, on n'a plus de temps à perdre. C'est important parce que la Cour suprême reconnaît justement l'urgence d'agir, reconnaît que les changements climatiques ont déjà eu des conséquences disproportionnées, notamment sur les peuples autochtones du Canada. Ça, c'est super important. Reconnaît que les changements climatiques sont liés à l'activité humaine. Donc, en ce sens, ces informations contextuelles du jugement sont vraiment importantes et évidemment, les juges vont l'avoir en tête quand ils vont considérer d'autres dossiers et comme vous le savez, il y a différents recours climatiques dont une action collective au nom des jeunes de moins de 35 ans au Québec en cours. Est-ce que la Cour suprême va se prononcer? On ne le sait pas, mais c'est certain que plus ça va être des dossiers que les juges vont devoir considérer. Et donc, c'est un développement bienvenu, la décision de la semaine passée, puis on est ravis là, au CQT de cette victoire. J'aimerais savoir, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être intéressées à en apprendre plus, en dehors du cadre de nos podcasts, qui sont tout de même très intéressants, est-ce que vous avez des œuvres, des documentaires, des livres qui pourraient nous aider à en apprendre plus pour les juristes et non-juristes, encore une fois? Je vais peut-être y aller un peu de recommandations personnelles aussi, qui sont moins académiques, mais d'abord, une des ressources du CQDA qui est vraiment
en combinaison avec Obiter qui peut être intéressante, c'est le guide citoyen du droit québécois de l'environnement. Si jamais vous l'avez pas vu, c'est une personne qui est administrateur très longtemps du CQDE, qui a enseigné à l'UQAM, notamment le droit administratif et le droit de l'environnement, Jean Barry, qui a rédigé ce guide-là. Il est super bien fait. Donc, si ça vous intéresse, vraiment, je vous le recommande. Puis, vous pouvez le trouver dans les librairies indépendantes ou sur le site du CQDE. Et il fait référence à certaines de nos victoires là, aussi dans le dossier Énergie Est ou d'autres victoires. Là, la rainette Faux-Grillon, la petite grenouille, ça fait partie aussi des dossiers forts derrière lesquels le CQDE était. Et sinon, plus personnellement, il y a différentes œuvres. Un des livres que j'ai lu l'année dernière qui m'a quand même touchée, ça s'appelle The Hidden Life of Trees. C'est de Richard Powers. Moi, je l'ai lu en anglais, mais il est traduit en français. Puis, oui, ça me laissé une belle empreinte, en fait. C'est la porte d'entrée, c'est différents arbres, mais je ne vous en dirai pas plus, mais c'est un mix entre l'importance des arbres, le fonctionnement des arbres comme communauté, tout en nous mêlant de la politique là-dedans et du militantisme. Donc, c'est un livre que j'ai apprécié. Et sinon, un film américain qui m'a marqué, ça fait longtemps. Je pense qu'il a bien vieilli, fait que même si vous êtes pas mal plus jeune que moi, je pense que ça pourrait vous intéresser. C'est le film qui raconte l'histoire véridique d'une adjointe juridique et militante en environnement, Erin Brockovich, que vous connaissez sûrement. Je vois que oui, c'est ça, peut-être que vous le connaissez déjà, qui avait travaillé là, sur un gros dossier de pollution par rapport à l'eau, pollution d'eau potable dans les années 90. Et je sais que dans notre équipe aussi au CQD, ça en a inspiré certains et certaines. Puis c'est drôle parce que finalement, c'est dans une autre échelle, c'est un peu ce genre de problématiques-là sur lesquelles on travaille. Et puis sinon, les autres œuvres, il y en a de Joséphine Bacon, de Serge Bouchard, Le Peuple rieur, qui sont peut-être moins sur le droit de l'environnement, mais plus sur les peuples autochtones qui, je pense, qu'on se doit de découvrir davantage. Voilà, pour quelques suggestions. Le Comité du droit de l'environnement remercie beaucoup Geneviève Paul pour son temps et sa générosité avec nous. Ses suggestions peuvent être retrouvées sous la vidéo du balado. Le dernier épisode de la session sortira la semaine du 19 avril. À bientôt!